Au Congrès de Vienne, l'Europe monarchique rétablit sur le trône français la dynastie des Bourbons en la personne de Louis XVIII, frère de Louis XVI. Louis XVIII, malgré son attachement au principe de la monarchie absolue, doit composer avec les avancées de la Révolution. Il octroie une charte aux Français en 1814 dans laquelle il garantit les libertés, y compris religieuses, l'égalité des citoyens devant la loi et le droit de propriété. Cependant, la religion catholique, apostolique et romaine est proclamée comme religion d'État. Louis XVIII meurt en 1824, sans héritier, laissant ainsi la couronne à son frère qui monte sur le trône sous le nom de Charles X. Celui-ci déploie une politique à contre-courant de celle de son frère. En 1830, par le biais de 4 ordonnances, Charles X dissout la Chambre des députés, réduit le corps électoral et rétablit la censure. Tout cela en violation de la Constitution. C'est la Révolution. En 3 jours, du 27 au 29 juillet 1830, le pouvoir est renversé. Cette révolution est connue sous le nom des Trois Glorieuses. Charles X fuit en exil après avoir signé son abdication. Louis-Philippe, cousin de Charles X, monte sur le trône et devient roi des Français. Le nouveau régime porte le nom de monarchie de Juillet en référence à la Révolution de Juillet qui a chassé Charles X. Il adopte définitivement le drapeau tricolore et élargit le corps électoral, 170 000 électeurs sur 35 millions d'habitants. Le roi citoyen, très populaire au début de son règne, voit sa popularité se dégrader. En effet, au fil des années, Louis-Philippe durcit sa politique qui ressemble de plus en plus à celle de son cousin Charles X. De plus, la France est en crise économique, crise alimentaire, crise industrielle. L'interdiction des banquets politiques met le feu aux poudres et la France rentre une nouvelle fois en révolution en février 1848. La Seconde République est proclamée. Le gouvernement provisoire décrète 2 mesures progressistes qui réalisent les aspirations proclamées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le suffrage universel masculin et l'abolition de l'esclavage. Si le principe du suffrage universel masculin avait été proclamé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, force est de constater qu'il est immédiatement limité. En effet, en 1791, le suffrage est censitaire, c'est-à-dire qu'il dépend du montant de l'impôt payé. Cela limite fortement le nombre d'électeurs. Entre 1815 et 1848, on dénombre entre 100 000 et 170 000 électeurs. Il faut attendre 1848 pour qu'un décret proclame que tout Français en âge viril est un citoyen politique. Tout citoyen est électeur. Tout électeur est souverain. Le droit est égal pour tous. Les femmes ne sont pas concernées par ce décret, et des voix s'élèvent afin de souligner cette inégalité. Le nombre d'électeurs est désormais estimé à 9,5 millions. Cependant, en 1850, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la Seconde République, restreint le corps électoral qui s'élève désormais à 7 millions d'électeurs. Si la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame l'égalité et donc induit l'abolition de l'esclavage, il faut attendre 1794 pour qu'un décret soit publié, vite oublié, et supprimé par Napoléon en 1802. Il faut attendre 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli dans les colonies françaises. Le gouvernement provisoire prévoit une compensation financière pour les propriétaires d'esclaves et demander aux anciens esclaves
la reconnaissance éternelle à la République française qui les a fait libres. Aucune compensation financière n'est prévue pour ces nouveaux hommes libres. Une misère sans précédent s'abat sur ces populations affranchies, chassées de leur lieu de vie et remplacées dès 1852 par une main-d'œuvre sous-payée, recrutée sur contrat en Afrique, en Inde et en Chine. Plus de 100 000 de ces travailleurs sont arrivés dans les colonies françaises entre 1854 et 1889. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la Seconde République. Il y a une stricte séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale ainsi que le président de la République sont élus par les citoyens pour 4 ans. Le président ne peut être élu que pour un seul mandat. Cette disposition pousse Louis-Napoléon Bonaparte à faire un coup d'État le 2 décembre 1851 afin de conserver le pouvoir. Dans les jours qui suivent le renversement de la République, le soulèvement parisien, organisé par quelques députés, est brisé par la fusillade des boulevards qui fait plusieurs dizaines de morts en quelques minutes. La répression bonapartiste se révèle sévère. 20 000 militants républicains sont arrêtés, plusieurs centaines sont envoyés en Algérie et la plupart des chefs sont exilés. Louis-Napoléon Bonaparte met en place le Second Empire qu'il dirige sous le nom de Napoléon III. Son coup d'État est présenté comme un vœu populaire dans la mesure où il organise un plébiscite afin de légitimer le rétablissement de l'Empire. 93% de oui. Le plébiscite devient un instrument de légitimation personnelle. Les républicains dénoncent la propagande entourant ce type de scrutin. Tout est mis en œuvre pour que le oui l'emporte. Selon eux, le plébiscite exploiterait l'ignorance du peuple qui serait manipulé par les élites. Les élections sont totalement manipulées par le ministre de l'Intérieur et par les préfets au profit des candidats dits officiels qui bénéficient de subsides et d'affiches de l'administration impériale, tandis que leurs opposants sont soumis à des brimades de toutes sortes, au bourrage des urnes et au trucage des résultats. La vie politique est réduite, la propagande est omniprésente et la presse est censurée. La guerre franco-prussienne oppose la France et une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse entre 1870 et 1871. Le 2 septembre 1870, la défaite française de Sedan et la capture de Napoléon III provoquent la chute du Second Empire, mais pas la fin du conflit, qui s'étend jusqu'au 29 janvier 1871. Le bilan du conflit est lourd, avec 100 000 victimes. Le traité de paix de Francfort acte la perte de l'Alsace-Moselle et le versement d'une compensation financière de la France à hauteur de 5 milliards de francs or. La France perd 1694 communes et 20% de son potentiel minier et sidérurgique avec le transfert de l'Alsace-Moselle à la future Allemagne. Le 4 septembre 1870, suite à la capture de Napoléon III, la Troisième République est proclamée.